Bonjour et bienvenue à la 8e et dernière émission de la série TLMF, série qui a été conçue dans le cadre de la préparation au 14e congrès de l'Association mondiale de psychanalyse. Alors aujourd'hui, TLMF vous propose une discussion sur le thème folie et solitude, avec comme invité Anaëlle Leibovitz, vous êtes psychanalyste à Paris et membre de l'AMP, et aussi Daniel Roy, qui lui est psychanalyste à Bordeaux et membre aussi de l'AMP. Alors sans plus attendre, Anaëlle, qu'est-ce que vous a inspiré ce thème folie et solitude? Et pour commencer peut-être, comment articulez-vous ces deux termes? Alors, je les articule en pensant à une expérience assez prosaïque qu'on peut faire communément, la dispute qui peut survenir dans un couple. Et il apparaît alors que la personne qu'on croyait le mieux connaître, avec laquelle on partage sa vie, a priori, on partage son monde et le nôtre, et réciproquement, eh bien, peut apparaître dans une sorte d'étrangeté assez radicale. Et j'ai pensé à cette expérience parce qu'au fond, c'est sans doute du fait qu'on délire qu'on est seul, mais c'est quand même la solitude, les moments de solitude qui font apparaître cette folie qui, à part ça, nous passe inaperçue la plupart du temps. Alors justement, est-ce qu'une analyse, ça peut permettre d'apercevoir ce point-là ? Oui, une analyse permet d'apercevoir ce point-là, elle permet d'apercevoir qu'on délire et surtout sur quelle modalité privilégiée, selon quelle modalité privilégiée ce délire a lieu. Et c'est un point sans doute important parce que le fait d'apercevoir ça modifie radicalement notre rapport aux autres. Le fait, par exemple, de savoir quand on reçoit un analysant qu'il est dans son délire, ça nous permet, si on ne prétend pas, au fond, réduire cette différence que le fait d'être dans son délire constitue, mais au contraire permettre à l'analysant de le saisir, de le cerner, eh bien, il vaut mieux ne pas, par exemple, délirer avec lui. Comme type de modalité de ce délire avec l'autre, il pourrait y avoir, par exemple, vouloir le bien de l'autre, ce qui serait, au fond, une façon de d'assujettir son délire au nôtre. Mais il peut se présenter une autre forme de délire qui consiste à prendre le bien de l'autre pour critère de notre bien à nous. Et à ce moment-là, c'est plutôt la pente ravage qui est à l'œuvre. Et l'idée comme ça qu'il faudrait se soumettre à ce que l'autre peut prétendre être le bien. Et donc, au fond, apercevoir ça, grâce au fait que quelqu'un nous accueille dans notre singularité et de là où on est, eh bien, ça permet de renouveler son rapport à l'autre et sans doute de pouvoir calculer aussi avec la singularité de l'autre. Alors justement, vous parlez de singularité, mais est-ce qu'il n'y a pas au fond plusieurs types de singularité ? Si, sans doute, il y a plusieurs types de singularité et s'il faut faire une distinction très rapide, on pourrait distinguer celle qui est de structure pour le sujet, c'est-à-dire celle qui est la sienne, qu'il le sache ou non, et puis celle qu'il découvre être la sienne en analyse. Mais est-ce qu'il n'y a pas au fond, est-ce que ça ne débouche pas sur une question, quel lien possible après une analyse ? Alors, il y a peut-être deux choses. Quand on discutait de cette émission avec Daniel Roy, il rappelait à très juste titre que Lacan notait une sorte comme ça de consonance entre certains inconscients, et c'est sans doute ce qui peut rendre compte de ce qu'il y a entre les corps parlants, parfois des affinités électives. Mais il y a peut-être un autre type de lien qui nous intéresse à partir de cette solitude entreaperçue. C'est celui qui régit les liens entre les membres d'une école, et d'une école de psychanalyse par exemple. Alors justement, ça serait très intéressant de savoir au fond comment définir ce lien, quelle est sa nature. Alors, la nature de ce lien, on peut partir du fait que ce qu'il y a de commun entre tous les membres d'une école de psychanalyse, par exemple, c'est au moins qu'ils ont chacun, pour leur propre compte, fait l'expérience d'une analyse. Et donc, ils se savent sans rapport avec les autres. Néanmoins, ils ne sont pas sans lien les uns aux autres, et ces liens s'éprouvent très couramment lors de moments de travail, lors de réunions, lors de débats. C'est une façon en effet d'éprouver à la fois sans doute sa différence avec l'autre, mais aussi ce qu'on a de commun.
Et peut-être ce qu'on a de commun, c'est de savoir ce que le discours analytique nous a permis d'apercevoir de notre propre folie et de notre propre solitude, qui n'est pas une solitude et une folie qui nous marginalise, mais au contraire sur laquelle on peut prendre appui. Grâce justement à ce trajet effectué. Et dès lors, il me semble que ce qui crée un lien très fort entre les membres d'une école, c'est justement qu'ils ont le désir de promouvoir et de faire exister ce discours. Et voilà, ça me semble créer un lien très fort. Merci Anaëlle. Au fond, je retiendrai une opposition que vous avez faite entre le sans-rapport, l'absence de rapport, et du coup la nécessité des liens, je le dirais comme ça. Hein. Alors Daniel, je crois que vous avez abordé ce thème en prenant la main d'une certaine Alice. Et oui, il m'a semblé qu'Alice, qu'elle soit au pays des merveilles ou de l'autre côté du miroir, nous donnait des meilleures façons de rendre compte de ces liens indissolubles entre solitude et folie au temps de l'enfance. Comment ça se noue. D'emblée, d'ailleurs, dans l'ouvrage de Alice au pays des merveilles, on voit l'absence de la disparition de tout autre. Il ne reste plus qu'un petit lapin rivé à sa montre qui est pris dans l'urgence. Alors Lacan va dire quelque chose de très que j'ai retenu concernant cette urgence au fond du lapin, c'est qui nous donne au fond la mesure de l'altérité absolue du passant. Ça je trouve que ça résonne bien pour nous. Pas d'autre sécurité non plus que l'on peut trouver dans le corps imaginaire. On voit évidemment elle grandit, elle rapetisse, cette jeune Alice, dans toute cette histoire. De même, les mots sont trompeurs. Ils se livrent à toutes sortes de jeux d'équivoques, qui rendent la réalité tout à fait mouvante et capricieuse. Alors, c'est le moment donc d'urgence où tous les semblants vacillent et une expression vient à ce moment-là, pas de garantie dans l'autre. Voilà. Alors, finalement, comment vous verriez cette manifestation de l'absence de garantie ? Eh bien, ceux qui se rencontrent, effectivement, comment le psychanalyste rencontre ça avec les enfants, inhibition, symptômes, l'angoisse ou la honte font signe très sûr de la présence d'une telle rencontre, du moment où les semblants vacillent. Il y a aussi les questions que les enfants posent. Pourquoi suis-je garçon plutôt que fille ? Est-ce qu'il vaudrait mieux être fille plutôt que garçon ? Enfin, ce type de questions et bien d'autres. Mais aussi des réponses qui surgissent et qui étonnent l'entourage. Tout à fait inattendues. Je ne suis pas né dans le bon corps. Je voudrais changer de prénom. Questions nouvelles qui interrogent chacun. Il se fait que, alors que nous étions en train de travailler sur la question de la sexuation chez l'enfant, dans l'Institut de l'enfant, s'est imposée la question trans, comme venant percuter l'enfance précisément en ce point justement, ce lieu de solitude où s'articule pour l'enfant la question de sa sexuation. Mais elle est apparue, cette question trans, avec le risque de réduire à néant, justement, ce lieu et ce temps de solitude en y répondant trop vite. La folie, en effet, ce n'est pas de se dire garçon, ou fille, ou trans. C'est de croire, ou de faire croire, que le langage va délivrer un savoir qui dira la vérité sur le sexe, alors que le sexe, chez les êtres parlants, c'est précisément le nom de cette faille. Mais faille, vous pouvez revenir sur ce mot, faille ? Oui, il faut suivre la voie de la folie pour saisir ce dont il s'agit, au fond, concernant cette faille. La folie, c'est la folie des mots. La folie des mots, garçon, fille, homme, femme, quand ils ne veulent plus savoir ces mots qu'ils ne sont que des semblants. C'est-à-dire qu'ils n'ont qu'un pouvoir faible
qu'ils ne commandent que par des logiques faibles et qu'ils sont menacés par le moindre surgissement du réel de la jouissance, que ce soit chez l'adulte ou chez l'enfant. À l'âge adulte, c'est tout aussi fou de se déclarer homme, femme ou trans, car ces identifications ne renvoient qu'à un seul point, sur lequel d'ailleurs elles butent, une solitude quant à la jouissance, qui précisément fait vaciller tous ces semblants. Solitude, au fond, c'est le nom de la faille. Il vaut mieux que personne, au moins pour l'enfant, n'intervienne dans ce lieu de solitude en construction pour lui. Sauf à l'accompagner, cet enfant, dans sa façon d'en cerner les contours, qui sont toujours des contours de fiction, suivons Alice, n'est-ce pas? Comme dit Lacan, la concernant, on ne franchit jamais qu'une porte à sa taille. Oui, alors cette solitude, Daniel, prend sans doute bien des visages. Qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, Oui, c'est-à-dire que ce terme de solitude était venu quand je travaillais sur la question de la sexuation des enfants. Il m'était venu aussi auparavant dans mon travail de président des écoles de l'AMP et la NLS. Pourquoi? Parce que cette école est constituée de 22 groupes dans 20 pays, et il y a 13 langues différentes. C'est vraiment une dimension du multiple qui est à l'œuvre. Il n'y a aucune garantie symbolique préalable sur ce qui réunit ses membres. Encore moins de garantie sur l'imaginaire d'un groupe, puisque c'est vraiment tout à fait dispersé. Et au fond, je me suis dit, ce qui réunit les membres dans une école, c'est précisément l'absence de garantie. C'est précisément cette absence de garantie éprouvée par chacun qui réunit chacun par cette logique plus souple, plus faible, qui est celle de l'inconscient. Ça n'est pas un idéal, ce ne sont pas des prescriptions, ça n'est pas une affaire d'autorité. Comme le dit Lacan dans un autre de ses textes, conférence, c'est beaucoup plus intéressant parce que c'est beaucoup plus difficile à faire tenir, mais ça tient quand même. Oui, alors, donc, une école, des membres, et pourtant une solitude. Bon, là, au fond, vous abordez ce que Anaël tout à l'heure a abordé aussi concernant la question d'école, de ce lien si particulier. Tout à fait, ça résonne tout à fait avec ce que disait Anaël. Et effectivement, on était sensible, je crois, l'un et l'autre à cette expression de Lacan, par des assortis, pour indiquer la place qu'occupe sans occuper chaque membre d'une école. Ça vient avec beaucoup d'opportunités pour dire la solitude, justement, qui s'expérimente dans une école. Parce qu'il n'y a, à mon point de vue, dans mon travail, du fait, il n'y a pas à proprement parler d'action de groupe dans une école. Il y a des actes. Et ces actes, ils proviennent au départ toujours d'un tout seul qui la compose, des actes de discours, qui peuvent produire une contamination de désir. Il est donc possible, effectivement, pour ces uns tout seuls éparpillés, qui ne sont pas assortis avec les autres, de n'être pourtant pas sans les autres. À ce moment-là, une action dite collective peut être possible. Oui. Et alors, comment spécifier, du coup, ce qu'on pourrait appeler une solitude d'école? C'est l'expression m'est venue en vous écoutant. Oui, j'ai essayé aussi de définir un peu mieux cela. J'espère y être arrivé un petit peu. Une solitude qui s'expérimente dans une école. Je me disais que ce n'est pas une solitude subjective au sens où on l'entend habituellement dans notre champ. C'est une solitude, au fond, déduite de la rencontre, de la folie par chacun, de la folie que chacun avait inscrite dans son autre, dont il avait fait son maître. Je dirais donc que c'est une solitude objective. Merci beaucoup Daniel. Alors retenons ça de votre exposé, folie des mots quand ils sont coupés du réel, qui a une certaine résonance avec la question du tout le monde délire. Hein. Alors à présent, je voudrais que l'un et l'autre vous puissiez répondre à une question. Vous finissez l'un et l'autre sur ce lien social si particulier que Lacan a inventé, peut-être initié à partir de
en introduisant au fond la particularité, son école comme concept si particulier. En quoi ce lien, au fond, ce lien d'école, peut-il éclairer les liens sociaux qui structurent, disons, notre réalité ordinaire ? Et pour ce lien si singulier, est-ce que c'est pas dans un certain rapport au réel qui garantit de ne pas trop délirer ? Anaëlle ? Je ne suis pas sûre de savoir répondre à cette question comme ça, mais ce qui m'intéressait dans le nom même de l'école, cause freudienne, c'est qu'on voit quand même une cause commune, j'y reviens, j'en parlais tout à l'heure, une cause qui peut être commune, quoique elle ne peut toucher chacun que singulièrement. Et ce qui est intéressant avec le terme de cause, c'est que la cause est toujours, là en l'occurrence, en avant, et qu'en même temps, elle pousse aussi vers l'avant. Donc elle est à la fois en avant et en même temps elle pousse vers l'avant. Voilà, il me semble que c'est ça ce que j'essayais de dire tout à l'heure, à partir d'une expérience très singulière et d'une solitude on ne peut plus singulière elle aussi. C'est ça qu'ont de commun les membres d'une école de psychanalyse. Alors tout à l'heure, Daniel, vous évoquiez pas d'action de groupe, mais vous avez introduit à la fin de votre propos le collectif, la dimension du collectif. Je referme cette parenthèse. Comment vous pourriez répondre à cette question, vous, Daniel ? Je vais partir, je vais poursuivre justement cet apport de la dimension collective, simplement pour dire, parce que c'est une question politique. C'est une question politique aujourd'hui, parce que de fait, il n'y a pas de préalable au lien social. C'est ce que la psychanalyse nous apprend, mais je pense que c'est ce qui se vérifie dans le réel des sociétés actuelles. Il n'y a pas, le lien social n'est pas préalable. Les places ne sont pas prêtes. Il n'y a pas de place prévue pour chacun. Lacan dit c'est la bousculade. C'est comme ça qu'on se fait sa place. Il n'y a pas toi père, toi mère, toi enfant, toi avec ce titre, etc. Ça ne t'habille pas. Et donc, à chaque fois, c'est à inventer le lien social. Comme dit Lacan, c'est bien plus intéressant. Et ça fait un challenge politique tout à fait central pour nos politiques, mais un challenge politique pour nous aussi dans nos écoles, entre nous, et il peut y avoir aussi un peu de bousculade à l'occasion, pourquoi pas. C'est intéressant. Tout à fait. Une bousculade intéressante. Anaëlle, vous inscrivez la différence entre singularité et particularité dans votre propos, dans le procès d'une analyse au fond. Et le terme de singularité, il faut bien dire, est souvent brandi. Enfin, il m'apparaît toujours désirable quand il est évoqué. Cependant, la singularité n'est-elle pas in fine la chose la plus complexe qu'un sujet puisse admettre, si j'ose dire? Et au fond, n'est-elle pas un autre nom de la folie? Si, sans doute. Après, sans doute faut-il aussi distinguer la folie massive du grain de folie. Je disais tout à l'heure que bien souvent, la singularité se présente en excès, et même au point que parfois on a comme ça des demandes de revenir à une particularité, c'est-à-dire au fond à quelque chose de plus normal. Il arrive que des sujets se présentent en analyse en voulant être rendus plus normaux par l'analyse. Et c'est évidemment pas ça qui se produit, mais on entend quand même à quel point, en effet, être singulier peut être éprouvé comme une vraie difficulté. Et que la question, c'est, puisqu'on est voué à l'être, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il y a une singularité de structure, puisqu'on est voué à l'être, sans doute vaut-il mieux, d'une part, le savoir, et d'autre part, pouvoir en user. Et c'est, au fond, ce que propose le trajet d'une analyse. C'est persister dans son être. Ou dans son existence. On pourrait avoir un autre débat sur le sujet. Daniel, réponse courte. Oui. Dans votre propos, ce qui m'a intéressé, c'est la référence à une thèse ancienne chez Lacan. Au fond, le pouce à l'identification à voir avec la folie. Oui. Alors, on pourrait croire pourtant que ce pouce à l'identification aurait la vertu d'aller contre la solitude, par le communautarisme, par exemple. Pour s'y retrouver, est-ce qu'il n'est pas judicieux? Il y a un terme qui m'est venu en vous entendant, c'est de distinguer solitude et isolement. Oui, c'est
c'est une répartition intéressante. Comment elle se propose à nous? Elle se propose à nous, disons, si c'est par la voie de l'identification qu'on l'aborde, elle se propose à nous par la voie de l'idéal. L'idéal se propose, au fond, comme une réponse pour donner, justement, une place, éventuellement, à nos solitudes. Eh bien, non, ça ne marche pas, parce que l'idéal, au fond, demande qu'il y ait à chaque fois un acte de foi qui s'opère, qu'on y croit. Et là aussi, une analyse apprend que cet acte de foi, à un moment donné, doit se transformer, et il faut prendre en cause une autre voie que la voie de l'idéal. C'est la voie de l'objet, c'est la voie de la jouissance. Cette voie de la jouissance, c'est une autre petite musique. C'est une musique, justement, de l'urgence à vivre, à désirer et à jouir, et pas la voie de l'identification. Merci beaucoup. Eh bien, cette dernière émission de TLMF touche à sa fin. Je remercie nos invités, Anaëlle, Daniel, et vous, chers téléspectateurs, de votre intérêt pour cette série qui, j'espère, vous a plu. À ceux d'entre vous qui sont inscrits au 14e congrès de l'AMP, je vous donne rendez-vous dans tout juste 2 semaines pour 4 jours de travail intenses qui se dérouleront en visioconférence du 22 au 25 février. À bientôt.